Jean-François Hellé. Non, mais je vais être très très bas. D'abord, je tenais à remercier Emmanuel Hirsch, bien entendu, mais également le débat et la salle, parce que, encore une fois, nous vivons dans vous disiez, madame, un monde parfait. Non, un monde exceptionnel. Non, on vit tout simplement en France où on peut débattre tranquillement de ces questions en ayant à l'esprit la hauteur des enjeux. Et je crois que ce soir, on l'a démontré. J'ai bien aimé, monsieur, lorsque vous avez parlé au-dessus de la morale, on parle d'anthropologie, c'est bien cela dont il s'agit. Et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas s'arrêter là. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne sais pas si ça passera et ça restera, mais nous souhaitons un certain nombre que les lois de bioéthique soient révisées, non pas tous les 7 ans, mais tous les 5 ans, parce que justement, l'enjeu est important et que les modifications de la société sont à prendre en compte, et pas à courir après, sont à prendre en compte lorsqu'on réfléchit à ces problèmes vertigineux. Je vous remercie. On peut l'applaudir, comme ça il aura encore plus envie de revenir quand on l'invitera. Voilà, il sait qu'il sera bien accueilli. Enfin, il est toujours. Je donne la parole à Hervé. Je vais essayer de rebondir un peu sur la question des tests génétiques et des maladies génétiques et de l'immense inconnu qu'on a de notre génome et de la dynamique de notre génome. Il est toujours très compliqué de comprendre que, oui, une variation d'une lettre est responsable de la mucoviscidose, c'est-à-dire cette maladie très grave des poumons. Il suffit d'une lettre qui change dans une molécule qui s'appelle CFTR à une position bien précise en 512 et ça suffit pour créer la maladie. Mais ce n'est pas pour ça qu'un individu, une personne, se réduit à ce changement de lettre ou à cette modification. Ce qui est peu connu, mais qu'on rappelle toujours, je parle sous le contrôle de Catherine, c'est que, vous savez, dans une ruche, toutes les abeilles ont strictement le même génome. Elles sont des photocopies l'une de l'autre, parfaites. Et pourtant, il y en a des qui font 1 cm de long et qui vivent 2 mois, et puis il y en a une qui fait 6 cm de long et qui vit 3 ans. La seule différence entre les deux, à génome égal, c'est la manière dont la larve est nourrie. Dans un cas avec du miel, dans l'autre cas avec de la gelée royale. 2 jumeaux monozygotes, 2 jumeaux issus du même œuf, et donc qui sont au départ photocopies conformes, puisque c'est au moment de la 4 cellules qu'ils se séparent, donc ils ont strictement le même génome. Mais lorsqu'il y a la formation de leur cerveau, il y a des événements de recombinaison, de changement de certaines séquences du génome qui vont d'un endroit à l'autre. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 12 à 15 000 événements de recombinaison, ce qui n'est pas beaucoup dans un génome de 3 milliards de paires de bases. Mais ça veut dire que dès la naissance, le processus qui a permis la variation des différentes cellules, des neurones, c'est déjà 2 cerveaux différents à la naissance alors qu'ils sont jumeaux monozygotes, issus du même œuf. Et puis, au fur et à mesure, ils vont devenir des individus différents à cause de toute l'épigénèse. On sait très peu de choses, je parle encore sous le contrôle de Catherine, très peu de choses de la dynamique du génome. Il y a quelques petites choses qu'on sait. Vous savez, on avait 24 000 gènes. Ces 24 000 gènes, ça ne représente que 2% du génome. 2%. Les 98 autres pourcents, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Mais au sein de ces 24 000 gènes, vous savez combien on connaît de gènes dont on sait vraiment, 1, ils sont responsables de la maladie, 2, on peut faire quelque chose ? 59. 59. Voilà. Alors quand on s'effraie ou quand on rêve de cette toute-puissance que nous donnerait la génétique, éventuellement un changement anthropologique majeur. Changement anthropologique majeur, il a déjà eu lieu. Au moment de si, je vais vous dire lequel il a eu lieu. Vous vous en rendez même pas compte parce que vous les croisez tous les jours, les mutants qui sont le changement anthropologique majeur. Alors, en 1945... Non, mais je vous dis, vous les croisez tous les jours. En 1945, on a systématisé dans le monde entier la césarienne comme dès qu'un enfant avait un risque de ne pas bien passer. On a produit dans le monde plusieurs millions de mutants grosses têtes qui seraient morts, qui n'auraient jamais vécu,
et qui depuis se sont reproduits depuis 1945 grâce à la diffusion de la césarisation. Tous ces mutants grosses têtes, on ne s'en rend pas compte, on les croise tous les jours. C'est parfois vos parents, ou vos oncles et tantes, ou vos enfants. Et voilà, ils existent. La médecine, elle permet un certain nombre d'évolutions comme ça, certaines contrôlées, d'autres absolument pas contrôlées, avec des effets secondaires. Tout. Alors, ce que très modestement on essaye de faire, avec les maigres connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de soulager un certain nombre de souffrances. Mais vous évoquez des handicaps qui le sont pour certains et ne le sont pas pour d'autres. Je viens de participer au tournage d'un documentaire sur la question de la surdité d'origine génétique, qui sera pour France 5, où il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que la personne qui a écrit le scénario et qui interrogeait était une personne sourde. Et qui me disait, pour commencer l'entretien, moi je suis spécial, je ne suis pas malade. Et effectivement, les gens qui parlent avec la langue des signes et qui sont sourds ne sont pas malades. Et ils ne sont pas au risque de mourir. Donc, on ne peut pas mettre sur le même panier une maladie gravissime comme le Tay-Sachs ou comme la myotrophie spinale progressive qui vont tuer les enfants en quelques mois, quelques années, et puis des particularités comme certaines formes d'autisme ou certaines surdités, et puis le fait de vouloir 2 cm de plus ou des enfants aux yeux bleus. Et on ne peut pas confondre les choses. Ce que le progrès scientifique peut permettre, c'est d'éclairer la décision. Et d'éclairer la décision dans un domaine où, en mettant devant le public ces questions, qu'est-ce que c'est qu'une maladie, qu'est-ce que c'est qu'une particularité, qu'est-ce que c'est qu'un handicap, on décide collectivement qu'est-ce qu'on en fait. La morale, je ne veux pas revenir dessus, c'est un impératif catégorique. On a des valeurs, tu ne tueras point, on doit les mettre en œuvre. L'éthique, c'est un impératif hypothétique. Et en cas de guerre, et en cas il faut défendre sa vie et celle de ses enfants, est-ce que tu ne tueras point? On est dans l'éthique, dans une discussion de, avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on sait, avec nos différentes valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Merci de cette belle approche. On le fera venir pour nous faire un cours sur éthique catégorique et hypothétique. Enfin, je veux dire, il y a d'autres catégories. Jean-Louis Touraine. Oui. Quelques mots pour compléter le fait que les mutations anthropologiques sont déjà depuis longtemps avec nous. Et il y a le cas des césariennes. Il y a aussi d'autres modifications. J'ai évoqué tout à l'heure la disparition de la sélection naturelle impitoyable chez les enfants, qui fait que les enfants fragiles, les enfants qui ont un diabète juvénile, les enfants qui ont telle ou telle insuffisance, maintenant ils vont jusqu'à l'âge adulte et ils ont des enfants. Donc la fréquence des gènes de maladie augmente. C'est une profonde mutation anthropologique. Et donc il faut prendre conscience de tout cela et bien sûr en tenir compte pour la santé publique. Par ailleurs, anthropologique, ça vient du grec anthropos, c'est l'homme et la femme en général, mais pas réservé à un pays. Or, notre vision en Europe occidentale n'est pas la vision majoritaire dans le monde. Il y a beaucoup de sociétés matriarcales, par exemple, pour lesquelles le père n'apparaît que très fugacement. En tout cas, il n'élève pas les enfants. D'ailleurs, dans le passé, beaucoup de pères ne s'occupaient de leurs enfants qu'après l'adolescence, s'ils avaient survécu, mais ne s'occupaient jamais des enfants pendant la première et deuxième enfance. Donc ces mutations anthropologiques, elles sont perpétuelles. Ne croyons pas que c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'effectivement, on les analyse, on les comprend. La contraception, ça a été une mutation très considérable dans ses conséquences, qui n'a pas été complètement d'ailleurs préfigurée. Mais on en voit les conséquences, et c'est très bien d'avoir la maîtrise de la conception. Et pour autant, ça modifie complètement la vie des femmes et des hommes de notre temps, la vie des enfants aussi, qui maintenant sont désirés, voire même aimés avant d'être conçus, alors qu'avant ils arrivaient par hasard. Ça me permet de répondre aussi à la question sur les auditions des enfants. Oui, nous avons auditionné à l'Assemblée nationale plusieurs douzaines d'enfants devenus adultes, nés de procréation médicalement assistée, de GPA et d'autres modalités.
Et ces enfants, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça correspondait tout à fait aux études qui ont été effectuées par Suzanne Golombok, par l'école aussi à Cambridge, par l'école de Boston. Là, c'est une étude très importante, 77 enfants nés dans des couples de lesbiennes comparés à un nombre équivalent d'enfants nés dans des PMA hétérosexuels ou PMA femmes seules, etc. Bon. Toutes ces études, comme toutes les analyses individuelles qu'on a pu faire, montrent que ces enfants, ils sont comme les autres. Ils sont épanouis, ils sont même collectivement, c'est-à-dire tous les enfants nés de PMA, quel que soit le mode de famille, globalement, entre eux, il n'y a pas de différence, mais globalement, ils sont plutôt au-dessus de la moyenne, parce que dans les enfants qui naissent par hasard, certains n'ont pas toutes les conditions idéales, alors que la PMA, c'est parfois un peu un parcours du combattant. Celle qui la développe, cette PMA, c'est en général avec une forte volonté et donc un fort amour pour l'enfant en question. Enfin, je voudrais juste dire un petit mot parce que cette discussion m'a beaucoup intéressé. Je ne me souviens plus qui l'a évoqué sur l'éthique de la recherche. Ce qui est très important, et mon voisin de droite pourra le développer davantage que moi, l'éthique de la recherche, c'est différent de l'éthique clinique, c'est-à-dire de l'éthique que l'on va appliquer aux malades ou aux personnes. L'éthique de la PMA, oui, il faut qu'on se pose toutes les questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'offrir à des femmes seules, à des femmes en couple Là, il y a une sorte d'éthique. Par contre, l'éthique de la recherche sur un embryon qui, de toute façon, va être détruit à moins de 14 jours. Hein. Donc, il n'y aura pas d'enfant qui va naître. Il n'y a pas de, on est seulement dans de la recherche et il n'y a pas de personne qui va en dépendre. C'est autre chose. Et là, évidemment, l'éthique de la recherche doit pas obéir aux mêmes impératifs. La recherche propose de faire avancer les connaissances. Quand on fait de la recherche sur l'embryon, c'est pour mieux comprendre tous les phénomènes de différenciation initiale, etc., etc. Et partant de cela, on pourra demain développer des règles pour faire en sorte que les moyens de procréation aboutissent à beaucoup moins d'échecs qu'aujourd'hui. Donc ça sera beaucoup moins pénible pour les femmes comme pour les enfants, et tout le monde y gagnera. Mais c'est une étape ultérieure. Et là, il faudra avoir des règles éthiques supplémentaires. Par contre, la recherche initiale, elle se propose de développer de la connaissance. Elle quête la vérité, mais elle n'est pas en recherche d'une éthique particulière, puisque ce n'est pas avec une conséquence de vie immédiate. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais... C'était parfait. Oui, mon dernier point, c'est sur le diagnostic prénatal. Mais je termine avec ça. Il est important de comprendre que quand on fait des tests génétiques, par exemple, soit initialement, soit pendant la vie embryonnaire ou fétale, ce n'est pas comme conséquence uniquement la question d'une sélection avec une vision que d'aucuns assimilent à l'eugénisme et qui est de proposer une interruption médicale de grossesse. C'est aussi le traitement. Il y a pas mal de maladies qui se traitent à partir du moment où elles sont diagnostiquées chez le fœtus lui-même. En 1988, nous avons développé des greffes in utero de cellules souches, mais il y a plein d'autres interventions sur le fœtus. C'est la chirurgie fœtale tout ça, ça suppose que le diagnostic soit effectué. Le diagnostic est effectué par plusieurs méthodes, l'échographie, des tests biologiques, mais la génétique est un des moyens privilégiés pour avoir un diagnostic précis de ces maladies du fœtus. Donc on voit bien qu'on applique maintenant au fœtus, et demain à l'embryon, la même chose que pour un nouveau-né, c'est-à-dire un diagnostic avec les moyens modernes et ensuite un traitement. Et ce n'est pas seulement le spectre de dire on va éliminer des fœtus parce qu'ils ont des maladies. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans cette idée de la recherche de l'enfant parfait. C'est la recherche d'un enfant pouvant être traité, ayant des conditions optimales de vie, mais ce n'est pas une sélection comme certains l'imaginent, avec cette crainte permanente de l'eugénisme. Merci, tant de clarté, Nelly, et puis ensuite Catherine. Et ensuite, on conclure. conclura Voilà. avec le regret d'une soirée qui aurait pu se prolonger, mais soyez rassurés, nous en proposerons d'autres. Hein. Moi, je voulais du coup conclure ou finir sur... il y avait une question sur les embryons et les modifications qu'on pourrait effectuer.
effectivement sur les embryons qui sont atteints d'une maladie génétique clairement diagnostiquée, si on savait les soigner, c'est-à-dire si on savait faire de la thérapie génique pour permettre d'arrêter de détruire les embryons qui sont atteints d'une maladie génétique, bien évidemment que je pense que ce serait intéressant de faire de la recherche pour développer une thérapie génique à l'échelle embryonnaire. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Parce que les couples, quand on les reçoit en consultation, en fait, il y a quelque chose qui est assez frappant et qui est souvent oublié par les gens, c'est que ces personnes, ils ont un projet parental. Les embryons sont investis d'un projet parental. Donc quand vous leur annoncez qu'il y a 2 ou 3 embryons atteints et qu'il y a un seul embryon sain, ou parfois pire, que tous les embryons sont atteints et que du coup on ne va pas pouvoir faire de transfert, les gens vont s'écrouler et la souffrance morale qu'ils vont ressentir sera quasi, pour moi, elle est identique à si l'embryon était déjà dans le ventre de sa mère. Les gens, les couples, ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est facile à comprendre, ils ne font pas la différence entre le diagnostic prénatal, c'est-à-dire après la grossesse et prélèvement du fœtus qui est dans le ventre de la maman, et le diagnostic préimplantatoire parce que les embryons sont investis d'un projet parental. Et effectivement, si on pouvait soigner les embryons comme on fait maintenant de la médecine fœtale, il faut faire de la recherche, je vous suis madame, pour développer des techniques, en tout cas, qui nous permettraient peut-être de soigner les embryons et d'éviter de les détruire. Personne n'aime détruire les embryons, et nous, les biologistes, les premiers, vraiment. Alors, pour revenir sur cette question de recherche, pour embrayer, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que nos sociétés ont besoin de recherche. Toutes les sociétés ont besoin de recherche, ont besoin de produire des savoirs, les temps changent, les questions qu'on se pose changent, et les envies qu'on a du monde à créer changent. La question, c'est de savoir quelle recherche. Et là, je déplace encore un peu peut-être la question, mais en disant, est-ce qu'on fait cette recherche-là ou est-ce qu'on en fait une autre? On ne peut pas se poser toutes les questions de recherche, il n'y a pas suffisamment d'investissement de la société dans la recherche pour qu'on réponde à toutes les questions. Du reste, les questions, que ça a été dit, émergent au fur et à mesure que les recherches sont faites. Donc la question fondamentale, c'est quelle recherche et comment le monde dans lequel on veut vivre demain, de quelle recherche ce monde a-t-il besoin? Voilà. Et donc il ne s'agit pas de dire il ne faut plus faire de recherche, mais de réfléchir aussi en allant jusqu'à le monde dans lequel on veut vivre, de quoi on a besoin. Voilà. Et donc quand on dit est-ce que c'est vraiment important de faire la recherche sur l'embryon, la question c'est pour en arriver à quoi, quel type de soins demain, et si on veut arriver à d'autres types de soins, quelle autre forme de recherche il faut faire. Moi c'est comme ça que je m'interroge sur ces questions. Et pour terminer sur la question de la génétique, je suis très sensible, vous avez raison monsieur de souligner le fait qu'il y a et Hervé l'a bien expliqué avec l'exemple de la surdité, les gens ont un rapport en fonction de leur situation de vie très différente à ces savoirs. La question c'est comment on fait société, et comment on fait société dans la diversité autour de ces questions. Et autant je suis persuadée qu'il faut faire une place, c'est le cas à l'intérieur de l'INSERM où on a une mission pour les travaux de recherche entre les chercheurs et les associations de patients. Donc, il faut faire de la place aux associations de patients, mais la génétique ne concerne pas que les associations de patients. Et donc je pense que c'est très important de trouver les moyens d'écouter les personnes concernées. C'est aussi important de penser la génétique dans ses effets sociétaux de façon générale. Donc, et c'est en ça que la représentation nationale, pour moi, on peut évidemment essayer d'améliorer les processus et les procédures de décision, mais il y a aussi une légitimité à donner son avis sur ces questions. Et enfin, sur la question que vous posiez, monsieur, de est-ce qu'on ne va pas vers des formes de sélection à la naissance, des formes d'eugénisme, ce qu'il y a de sûr, c'est que la pression qui peut s'exercer sur les couples à tout faire pour faire naître des enfants en bonne santé est grandissante. Voilà. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas avant, je dis que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout le développement de ces technologies, ces pressions sont grandissantes. C'est un fait. Est-ce que pour autant c'est de l'eugénisme? Moi, je pense que l'eugénisme, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Tous les historiens qui travaillent là-dessus montrent que voilà, c'est une palette de politiques publiques, scientifiques, etc. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat, mais ce qu'il y a de sûr, je pense qu'il y a une pression grandissante à faire naître des enfants en bonne santé. Et c'est important aussi pour les couples, les futurs couples à venir,
venir, comment on se projette dans un projet d'enfant avec toutes ces pressions-là, et qu'est-ce que ça modifie dans notre rapport à la procréation. C'est une question, je pense, importante. Enfin, il faut distinguer, et ça vraiment, certes je suis généticienne, mais depuis quelques années je fais des enquêtes sur les effets, les perceptions et la façon dont la génétique sort du laboratoire pour aller dans la société. Et là je suis persuadée qu'il ne suffit pas d'expliquer aux gens comment fonctionne la génétique pour que la société fasse une place à la génétique qui soit à l'image de celle que nous, scientifiques, on peut avoir dans nos laboratoires. On le voit bien avec les sociétés marchandes, qui sont capables dans les pays autorisés de dire toute une série de choses qui sont, de mon point de vue, assez approximatives pour faire du business, c'est le cas dans beaucoup de pays aussi autorisés, mais on le voit aussi dans le fait que on peut dire, il y a eu des enquêtes d'anthropologues extrêmement intéressantes, notamment en Israël, quelqu'un parlait tout à l'heure, sur le fait que d'être porteur d'une seule mutation ne fait pas de vous quelqu'un de malade quand il s'agit d'une maladie récessive, pour laquelle il faut avoir 2 mutations pour être malade. Donc vous n'êtes pas malade, mais pour autant, dans certaines circonstances, vous pouvez être considéré, et vous considérez vous-même, comme étant comme ayant quelque chose, comme ayant une forme de tare, au sens où c'est une marque biologique, héritée, transmissible, etc. Donc la génétique a à voir à la façon dont nous concevons nous-mêmes, vous l'avez dit, nos identités, même si on peut discuter de savoir si l'identité se réduit à la génétique, mais en tout cas ça fait partie de ça, de la façon dont nous pensons nos filiations, nos appartenances familiales en population, etc. Et en conséquence, l'effet de la génétique dans la société ne se limite pas à la conception que nous pouvons en avoir scientifiquement. Et donc je pense qu'on est contraint à penser, quand on pense au moment de la réglementation, de la régulation, à penser ces effets de la génétique au-delà de ce que peuvent dire les généticiens en laboratoire, et d'intégrer ces dimensions éminemment anthropologiques, sociales, sociétales, des effets de ce type de savoir sur nos sociétés.